Bon, bonjour. Moi, je vais passer la parole tout de suite à Reinoud qui va commencer. Voilà. Merci. Euh, oui, on a préparé ensemble cette présentation. Il faut que je mette quand même les choses en route. On se connaît, Gesine et moi, depuis un certain nombre d'années et on avait le plaisir de travailler ensemble. Est-ce que tu peux chercher en même temps, Oui. parce que moi, parler français, je viens des Pays-Bas et trouver la présentation là-dessus. Tu veux que Hmm. je parle et tu cherches. Ça va. Je crois que ça va être plus pratique si moi je raconte pourquoi nous on est ensemble ici. Alors effectivement, depuis un certain temps, on travaille ensemble. Alors nous, moi j'étais à l'époque, je travaillais avec l'équipe de Marie-Rose Moreau à Paris et je crois qu'il y a beaucoup de passerelles avec le travail que vous faites. Et Reinout, il avait fait la formation. Ils étaient une petite équipe de psychiatres d'Amsterdam qui sont venus. D'abord, Reinout est venu en éclaireur avec très clairement en disant, moi je viens parce qu'on veut voir si ça vaut le coup de faire la formation chez vous. Alors si ça vaut le coup, on vient à 3, sinon on fait autre chose. Alors heureusement, ils sont venus, ils se sont formés et après on a eu des échanges où parfois nous on est allés à Amsterdam pour voir un peu parce que bon, on voit ceux qui connaissent un peu les approches transculturelles ou ethnopsychiatriques françaises, ils ont été très influencés par la systémie, mais c'est pas toujours très explicite. Hein, les discours explicites, il est beaucoup plus psychanalytique ou voilà, éclectique sur beaucoup de choses. Et on va voir dans le contenu des choses qu'il y a beaucoup de pensées dedans. Et c'est aussi passé par des personnes qui étaient formées en systémie, qui ont laissé leurs traces. Mais alors finalement, nous, on a réfléchi un dialogue qui était ancien, alors où voilà, on a vu qu'on travaille parfois par des pistes conceptuelles assez différentes. Ah là, je peux arrêter. Et que mais finalement, on parle des processus qui sont assez semblables. Je passe la parole. Merci, Késine. Oui. Ok, alors on va commencer tout de suite. J'avais d'abord une question. Qui entre vous est thérapeute familial? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ah, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait plaisir. Et il y a d'autres, il y a éducateur. Oui, il y a aussi beaucoup, beaucoup sont les deux aussi. Psychologue. Oui, c'est des questions doubles. Psychiatre. Ouais, c'est bien. Autre métier. Quoi, par exemple? Pardon? Psychocorporel et travailleur social. OK. Bon, c'est très mélangé. Euh, c'est bien. Aux Pays-Bas, moi, je dois toujours faire beaucoup d'efforts pour expliquer pourquoi on fait des thérapies familiales avec les migrants. Et heureusement, avec vous, c'est pas la peine. Alors, on va pas y mettre du temps. Une chose qui est bien quand même à dire, que en tant que thérapeute familial, on est spécialiste dans la transition et la migration est aussi une forme de transition, c'est très important. Alors, ça c'est un des liens et autrement, la migration a beaucoup d'impact sur la famille. Vous venez, j'ai entendu de plein de pays différents. J'ai entendu États-Unis, Canada, Lituanie. Bon, je suis très content d'être qu'on vient tous de plein de pays. Et je suis sûr que dans tous vos pays, il y a les questions sur comment travailler avec des gens de cultures différentes. Et on est tous un peu à la recherche et j'espère et nous espérons de trouver plus de réponses à comment faire notre travail ensemble. Moi, je travaille dans un institut de thérapie familiale à Amsterdam et je travaille aussi à IPSI. C'est une structure où on suit des malades psychiatriques qui ont une histoire de migration.
là, vous voyez une petite photo de l'Institut qui se trouve dans un endroit très multiculturel, un quartier très multiculturel d'Amsterdam. Ce qu'on essaie de faire, qui est typique pour la polyclinique, c'est qu'on veut traiter les gens dans leur propre langue. Pour ça, on a une équipe où il y a beaucoup de psychologues et de pédagogues qui sont souvent eux-mêmes enfants des migrants qui sont venus aux Pays-Bas et dont sont bilingues et qui connaissent peu ou moins les deux cultures. Dans l'équipe, on fait de la consultation, de supervision transculturelle. On essaie de travailler en co-thérapie quand c'est possible. Et une chose est claire, la différence de langue se déplace vers la relation entre les thérapeutes. Il ne reste plus entre le malade et le thérapeute, mais il se déplace vers le thérapeute et son superviseur entre les thérapeutes. Et on essaie d'intégrer le côté systémique, transgénérationnel, narratif et ethnopsychiatrique. Je vais vous raconter un cas pour donner une impression sur notre travail. Ce cas, c'est une femme d'Inde, elle a 28 ans. Avant de venir chez nous, elle a été vue par une sexologue. Le sexologue a constaté une maladie rare, une forme rare d'asexualité. Elle vient dans notre polyclinique un peu par hasard. Il y a un thérapeute qui a de la place et elle peut démarrer avec elle. Et quand on parle avec elle, il paraît que c'est une histoire complexe. Elle n'a aucune envie de contact sexuel. Elle raconte qu'elle a marié depuis 1 an. Son mari, qui vient d'Inde aussi, ne veut pas la forcer pour avoir des contacts sexuels, mais pense qu'il y a une maladie qui peut l'expliquer. La famille qui vit en Inde met de plus en plus de pression par contre. Quand vient le bébé, demande-t-il, ils espèrent aussi qu'on trouve une maladie qui peut expliquer ce retard. Suivant nos habitudes à la polyclinique, on essaie d'explorer le contexte de tous ces soucis. Et on se doutait aussi si le label de maladie allait donner une avancée dans ces problèmes. Quand on parle avec elle, elle raconte qu'elle ne veut pas coucher avec son mari. Elle a un bon travail, elle fait de la recherche dans une université aux Pays-Bas, ça lui plaît beaucoup et elle veut surtout continuer sa carrière. Elle pense aussi que quand elle fait une fois l'amour avec son mari, elle ne pourrait plus jamais refuser après. Ça lui fait peur. Et elle raconte aussi qu'elle n'a pas de sentiments pour son mari. Ils se sont mariés, surtout parce qu'ils étaient loin de chez eux et ça donnait plus une idée de sécurité à la famille. Surtout parce qu'ils étaient si loin. Et elle se met à pleurer, et c'est vraiment un moment triste, quand elle raconte sur sa sœur. Elle nous explique que quand elle divorce, sa sœur, en Inde, sa sœur plus jeune, a beaucoup moins de chances de trouver un mari adéquat que si elle reste mariée. Bon, plein de problèmes. Ils ont du mal en plus à en parler ensemble. Ils ont parlé un peu du divorce, mais ils sont tous les deux d'accord que pour la famille, le divorce représenterait une honte énorme. C'est difficile de la voir avec son mari au début, mais après des efforts, on y réussit à parler avec les deux ensemble. Au début, la discussion entre les deux est difficile. Ils apprennent à parler un peu plus. Mais on regarde, est-ce qu'il y a des possibilités pour avancer ensemble? Est-ce qu'il y a un petit feu qui peut être allumé entre les deux? Est-ce qu'on peut prévenir une déception pour les familles mutuelles? On parle du divorce. Depuis le mois de décembre, ils ont fait quelques voyages en Inde, ils ont parlé avec leurs familles qui comprennent maintenant plus leur situation et ils sont en train de divorcer. On trouve que la thérapie, c'est peut-être pas une réussite, mais on peut faire le pas d'une maladie rare vers une histoire où on peut comprendre les symptômes et beaucoup de soucis dans leur vie. On fait un lien avec leurs valeurs et ce qui est important dans la vie. Et beaucoup de facteurs jouent un rôle. Il y a leurs convictions, les idées sur le rôle de l'homme et de femme, quel espace il y a pour verbaliser ses propres souhaits et ses désirs, ce qu'attendent les parents, ce qu'attend l'entourage, les questions sur la loyauté
et comment on peut aider sa propre famille. On espère que la thérapie peut être un espace sécurisé où on peut parler ensemble de toutes ces complexités avec elle, avec son mari, plus loin et plus loin avec ses familles et qu'on aborde ces sujets et ces dilemmes complexes. Je vais nous, on essaie d'appliquer ces trois modèles systémiques, narratifs et ethnopsychiatriques. Et je vais raconter un peu comment on essaie de faire ça. Bon, vous êtes beaucoup de systémiciens, alors vous voyez tout de suite le mouvement qu'on fait de symptômes vers contexte. On va de dyade vers triade en incluant le mari et avec le couple, on inclut aussi l'autre génération. Ça fait qu'on va de individu vers multigénération. On va du contenu des symptômes vers le côté relationnel, ce que ça signifie dans la relation, de la monocausalité faire une multifactorialité, des idées linéaires vers la circularité et l'attitude. On peut dire c'est la multipartialité. Du côté narratif, on peut dire qu'on va d'une diagnose faire un côté curiosité. Il faut mieux que je me lève pour le voir. On va de problème vers un récit et on essaie, on arrive à déconstruire un peu le discours dominant sur les idées sur comment il faut faire dans la vie, faire des récits préférés qui donnent des places à des identités plus riches, d'être aussi quelqu'un qui veut faire une carrière, d'être quelqu'un qui a des idées sur sa sexualité, aussi avec l'homme, on parle aussi des identités plus riches et on y arrive en accentuant beaucoup leurs valeurs et leurs convictions dans la vie. Comme ça, on touche au thème de thérapie narrative comme la re-authoring, refaire un script de sa vie et le remembering, trouver de nouveaux moyens pour être membre de sa famille et de son entourage qui touche au concept, à mon avis, de l'enveloppement de l'ethnopsychiatrie. Et aussi, en tant que thérapeute, on est témoin et on essaie de trouver des autres témoins qui peuvent faciliter ou de témoigner du changement. L'attitude là-dedans, c'est plus la curiosité, la collaboration, le witness, être proche des gens et créer un contexte pour un développement. Le modèle de l'ethnopsychiatrie ou de l'ethnopsychanalyse, ça nous aide à donner un genre de contenu à nos entretiens, à donner des choses de quoi on peut parler, en mettant une importance sur et l'influence de la langue sur le processus de migration, le métissage, la façon dont les cultures se mélangent et les aspects psychanalytiques comme le non-dit, le sous-conscient, les rêves, l'équilibre entre monde intérieur, extérieur, filiation, affiliation et l'enveloppement que je nommais. Bon, ce sont des thèmes que j'ai déjà entendus souvent sur ce congrès. Et l'attitude, c'est plus une attitude de complémentarisme qu'il faut avoir plusieurs approches différentes et altérité. Bon, la relation de travail, ça influence beaucoup, mais ça, c'est peut-être pour la discussion. Et moi, je pense que ça demande beaucoup d'efforts de mettre en place ce système de travail. Ça demande beaucoup des gens qui travaillent. Et là-dedans, moi, je trouve qu'il y a un rôle important pour le thérapeute familial d'intégrer ces trois perspectives systémiques, narratives et ethnopsychiatriques. Et je pense que le rôle du thérapeute, c'est d'augmenter la curiosité, la circularité et la polyphonie dans l'équipe, de renforcer les compétences transculturelles, mais aussi d'augmenter la réflexion en créant un espace pour le dialogue et ainsi pour des récits nouveaux et aussi de connecter son propre histoire et sa propre vie, son dialogue interne avec l'histoire du client, du malade et sa famille. En faisant ça, le thérapeute, à mon avis, aide à offrir plus d'espérance et perspective, pas seulement à ses collègues, mais aussi aux malades.
ça aide un mouvement de dépendance vers autonomie, un œil pour transfert, contre-transfert et processus parallèle. C'est très important parce que c'est, je trouve, doublement complexe avec des familles des autres cultures et ils doivent faciliter le travail ensemble, le co-travail en intervision, consultation et co-thérapie. Ça, c'est ma part et là, tu continues sur Toulouse. Bon, moi, je crois que je vais me contenter de parler, de reprendre un peu notre approche, notre dispositif. Pour le cas, je crois que ça va être un peu trop court le temps, mais l'essentiel. Alors, c'est qui est embêtant. Moi, je vois rien parce que c'est très petit. Oui. Alors, je ne vais pas vous tourner les doigts. Est-ce que toi, tu pourrais mettre là les slides que je peux les voir? Voilà, comme ça, je vois. Alors, nous, on a une consultation. Je crois qu'il y a beaucoup, c'est-à-dire nous, on s'intéresse beaucoup pour le contexte, le nôtre, où on reçoit les familles, parce que nous, c'est-à-dire moi, je travaille dans un centre médico-psychologique, où le patient désigné, c'est l'enfant. Voilà. Et nous, on a une mission, que bon, on a des fiches sur les enfants, etc. C'est entrer dans la situation. Et alors, moi, quand je suis arrivée à Toulouse, j'étais contactée pour peut-être aider à monter quelque chose qui pourrait faciliter à une équipe qui existe, qui travaille en multiprofessionnel, une équipe multiprofessionnelle qui travaille ensemble pour des enfants toutes venant, où il y a certains qui ont des difficultés graves, d'autres qui viennent pour une orientation, etc., d'avoir plus d'ouverture vers les complexités culturelles. Et l'équipe disait très, très clairement au début, attention, nous, on n'a pas l'intention de vous déléguer des suivis et d'arrêter de travailler. On n'a pas l'intention d'avoir un spécialiste pour l'interculturel ou le transculturel et qui s'occupe à notre place. On veut rester dans le jeu, mais par contre, on veut développer nos compétences. Et on avait réfléchi ensemble comment on pourrait faire, parce qu'il y avait la question, bon, peu importe la terminologie qu'on utilise, nous, on a parlé d'alliance thérapeutique, il y a la question, si on met une personne ou une équipe supplémentaire dans le jeu, comment on fait que l'équipe, que les liens avec l'ensemble, l'équipe se maintient et que on va plutôt enrichir les échanges entre l'ensemble de l'équipe et l'enfant et la famille. Et pas forcément. Alors, il y a une intensité qu'on a vue dans le premier cas, par exemple, d'un travail très thérapeutique que nous, on n'aura pas, parce qu'on a fait le choix de faire des interventions à court terme où il y a beaucoup de choses de la narrativité qui vont se passer après notre passage, si tout va bien. Alors, il faut peut-être dire un mot. J'imagine il y a beaucoup de gens qui viennent des lieux différents. Juste 3 mots pour dire comment fonctionne le centre médico-psychologique. S'il y a un enfant qui a une difficulté, il va toujours être reçu d'abord par un binôme qui vont évaluer un peu qui sont leurs besoins, quelle est leur demande. Ils vont les voir plusieurs fois. Et après, l'équipe multiprofessionnelle va discuter de cette situation et dire voilà ce qu'on propose. Et c'est à ce moment-là où pour certaines familles, ils vont dire mais on a des difficultés de suivre cette situation, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Au début, nous, on disait, bon, c'est parce que l'alliance ne marche pas. Finalement, l'indication, c'est souvent, on ne comprend pas, c'est complexe, on ne sait pas trop, ou bien, effectivement, le côté alliance, la famille, on a l'impression qu'ils n'accrochent pas. Est-ce que vous ne pourriez pas aider par un éclairage qui va pour nous être 4 séances? Alors, c'est très peu, c'est-à-dire que 4 fois, on les voit, 2 heures à peu près, à l'aide très très fréquemment d'un interprète, sachant que nos interprètes, ce pas des gens que nous on a formés, mais c'est des gens qui sont formés pour l'interprétariat dans le social médical, mais qui vont pas forcément rentrer dans quelque chose, dans une médiation culturelle, ils sont pas formés pour. Alors on va coopérer et c'est plutôt nous, 2 co-thérapeutes. Alors, je travaille ensemble avec une éducatrice de l'équipe qui vont les recevoir ces 4 fois et à la fin on va restituer ce qu'on a compris. Plutôt, on discute avec la famille, qu'est-ce qu'on restitue pour que l'équipe puisse mieux comprendre la situation et continuer le travail. Alors, je crois que les slides, je laisse et je parle comme ça va aller, parce que sinon, on va faire trop de paroles sur l'écran qui ne vont pas correspondre.
Alors, ce qui est important, je crois, c'est pour nous la rencontre, si on dit, alors je m'aventure un peu, je ne suis pas systémicienne, je ne suis pas formée en systémie, mais je m'aventure un peu. Je crois que la rencontre entre les systèmes, il y a un système familial, mais aussi un système, c'est nous, on est dans une équipe et on essaye d'agir sur l'ensemble de cette équipe, finalement, de nous transformer dans la rencontre avec la famille. Et on a vu qu'il y a les difficultés qui étaient exprimées par cette équipe, c'était surtout en termes de complexité. C'était pas forcément la différence culturelle, cette culture-là, on comprend pas. S'il y avait un lien qui était là avec la famille, souvent la famille pouvait aider à faire comprendre des choses qui sont très éloignées, comme avec beaucoup de familles. Bon, il y a un contexte qu'on connaît pas, on découvre ensemble si on se donne les moyens. Mais la complexité, elle rentre par plusieurs choses. Elle rentre par la question des langues et qui va tout de suite faire aussi, mais comment on coopère dans une consultation avec un interprète? Qu'est-ce qu'on fait avec les identifications? C'est les alliances qui se font pendant le jeu dans lequel il va être forcément pris. Alors là, nous, on essaie d'aider l'équipe un peu par notre expérience et presque plus dans le sens de dire c'est inévitable qu'il y a ce jeu et qu'on va essayer plutôt d'avoir une réflexion a posteriori pour se dire où c'est difficile. Et deuxième chose, peut-être pour pas, voilà, s'il fallait se limiter sur deux choses, non, trois choses qui sont vraiment qui ajoutent une complexité dans beaucoup de situations interculturelles. En première, c'est la question de la langue. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait dans la relation? Qu'est-ce que ça fait dans la famille? Qui parle quoi? En quel contexte? Avec qui? Alors, la langue, moi, je la pense beaucoup plus maintenant comme un chemin. Il lie qui? Et dans quel contexte? Et où sont des barrages qui incluent ou qui excluent? Parce que très souvent, on a affaire avec des familles qui sont plurilingues, où il y a un minimum de langues qui sont dans la vie quotidienne. Et très fréquemment, c'est plus complexe, il y a plus de langues. Et c'est très, très intéressant de voir un peu à quoi servent ces langues. Deuxième chose, le parcours migratoire. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus là maintenant, mais où souvent il y a des ruptures, des moments parfois aussi traumatiques à comprendre. Et la troisième chose, c'est les réseaux. C'est qui est important dans la famille? Et je crois qu'on est maintenant quand même un peu loin de ce qui était peut-être à l'époque, dans les années 80, on avait un peu tendance à penser ici, là-bas, avant, après. On était un peu dans le binaire et on se rend de plus en plus compte que les familles qu'on rencontre, c'est l'actuel, c'est souvent des familles transnationales où c'est très important de savoir qui est la tante peut-être avec qui on parle par Skype, qui est en Suisse ou je ne sais pas où, qui est resté au pays d'origine, qui a bougé, avec qui il y a un contact vivant. Et on va voir, par exemple, si nous on fait des génogrammes de la famille, parfois on prend des couleurs ou on tourne, mais qui communique dans quelle langue et qui est sur quel continent, qui peut voir qui. C'est-à-dire là, on a un degré de complexité. C'est pas uniquement chez les familles. Je crois que c'est devenu pour toutes les familles beaucoup plus complexe, mais on a peut-être un degré de complexité qui nous demande du temps. Je crois qu'il faut beaucoup de temps et ça aide aussi d'avoir un interprète et d'être à plusieurs thérapeutes pour explorer ces complexités. Donc, si je veux être un peu respectueux du temps, il vaut mieux que je m'arrête, non? C'est ça? Non? J'ai encore 5 minutes? Ouais, d'accord. Oh, peut-être juste pour vous, peut-être je donne des bribes d'une situation que vous arrivez à imaginer. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais je vais peut-être raconter un peu. Alors, une famille qu'on a reçue, c'était on se retrouve en synthèse, une situation en synthèse. Parfois, on invite les gens de l'extérieur. Il y a un orthophoniste qui vient, c'est une famille dont on sait, il vient du Sri Lanka. Oh, c'est très compliqué. Il y a un garçon qui a 7 ans, difficulté d'apprentissage à l'école. L'école est alertée parce que le contact avec l'école est difficile. On ne sait pas trop comment ça se passe. On n'a rien compris de la situation administrative, mais ils ont un travailleur social de l'extérieur, mais avec lequel on n'est pas en contact. Vous voyez, plein de flou.
et une orthophoniste en libéral qui voit cet enfant et qui vient à la synthèse pour nous parler de cette situation. Elle dit, très compliqué, c'est comme s'il ne peut pas tenir des choses. Alors, je travaille, parfois, il acquiert des choses et après, c'est reparti. Et un gros problème de continuité. On n'arrive pas à fidéliser la famille, ils ne vont pas venir et on a l'impression l'alliance n'est pas là, les parents ne comprennent pas l'intérêt ou l'intérêt et l'importance du suivi. Un peu quelque chose, une ambiance quand même un peu de suspicion. On ne sait pas trop qui est bien, qui est le bon parent, qui est un petit peu quelque chose comme ça, et un flou qui nous déstabilise tous un peu. Et là, par exemple, des éléments qu'on a pu trouver quand on a reçu finalement la famille a accepté d'être là. On a travaillé avec une interprète, c'était très intéressant. Il y avait un ressenti dans la consultation médicale, il y avait la même interprète qui était là, mais c'était une situation qui était très lourde pour laquelle après on a appris qu'il y avait des choses traumatiques très lourdes qui ont fait que l'interprète était déstabilisée. Elle n'avait pas de lieu pour le dire. Alors du coup, elle essayait de bien faire, elle voulait faire interprète. On m'a dit, il faut être neutre. Alors j'essaie d'être le plus neutre possible. La psychiatre disait, oh mon Dieu, mais c'est une interprète qui est complètement froide, comment je peux travailler avec elle? Alors il y avait plein de choses qui étaient des malentendus finalement déjà entre professionnels et desquels on allait apprendre après par la supervision et les échanges en équipe qui reflétaient aussi des angoisses de la famille et qui tournaient dans ce cas-là. Alors c'est une situation, on a appris après que c'est une migration avec une situation extrêmement traumatique pour la mère et pour l'ensemble de la famille. Ils étaient arrivés en France, il y avait une alliance qui s'était faite en France, un mariage, il n'y avait pas de conflit autour de ça, mais la famille avait le projet. Il y avait une partie de la famille qui était en Angleterre, ils voulaient les rejoindre. Et alors, au moment où ils essayaient de partir, ils se sont fait arrêter, ils se sont retrouvés en centre de rétention. Alors, la dame, elle avait migré avec son père, qui était extrêmement important, une relation très proximité, qui était là pour la protéger. Lui, il s'est fait expulser. Elle est restée, puisqu'elle était enceinte, elle était en fin de grossesse. Alors, on l'a gardée, mais avec le suspense, elle n'avait pas de situation administrative qui la mettait à l'abri à long terme d'une expulsion. Alors, tout tournait autour de cette situation. Et resté, alors l'enfant là, il avait 7 ans, hein, il est resté dans un arrêt qui reflétait à la fois la situation réelle, concrète, administrative de cette famille, mais aussi un suspense traumatique dans lequel après il y avait toute une organisation. Bon, là, je ne vais pas rentrer là maintenant, peut-être on va parler plus tard de ça. On avait vraiment un clivage entre l'espace familial et l'extérieur, qui rendait tout ce travail avec la famille très, très difficile. Alors, une fois qu'on pouvait avoir une première narration autour de ces éléments traumatiques, et nous, on pouvait être porteurs de cette histoire et de transmettre à l'équipe, il y avait un certain apaisement et qui a permis après que il y avait beaucoup plus de passerelles entre l'espace familial et l'extérieur. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là-dessus. Je suis Merci. OK. Je vois.